Le bénévolat, pour moi, c'est un travail, mais sans plus. C'est un travail qui... Tu travailles, hein, mais tu n'as pas de sous. C'est pour ça que c'est bénévolat. C'est aussi simple que ça. Il y a d'autres formes de travail? Pardon? D'autres formes de travail? Ah oui, il y a le travail normal, que tu travailles avec ton patron et tout. Il y a le travail bénévolat. Et il y a le travail pas bénévolat. Illégal, plutôt. D'accord. D'accord. Ben, bonsoir, moi je voudrais juste rebondir sur l'orientation qu'on a prise pour faire ce documentaire. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on traite la précarité sous l'angle criminel. Donc la Castellane, ça fait plus de 40 ans qu'ils sont en crise économique. Et donc les choix qu'on fait dans les sociétés, c'est soit on parle du trafic, soit on parle de Zidane, mais on oublie plus de 70%, 60% qui sont dans la précarité, comment ils vivent. Et donc nous, la thématique ce soir, c'était travail et souffrance. Et nous, on voulait dire aussi, et ceux qui ne travaillent pas, est-ce qu'ils souffrent? Ben, justement, par rapport à ce thème-là de la précarité, je voulais voir dans la salle s'il y a des personnes qui voulaient s'exprimer, notamment sur l'expression de cette précarité dans les cités. Donc déjà, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut... Donc la précarité dans les cités, manque de revenus, par exemple, tu parlais tout à l'heure de bénévolat, il n'y a pas de sous. Donc si tu précises qu'il faut des sous, c'est que voilà, tu sais qu'on en a besoin pour vivre et pour continuer à avancer. Donc la précarité, c'est être justement en manque, par exemple, d'argent ou autre chose. Encore, nous, les gens, on n'a pas trop besoin d'argent, mais ceux qui sont au chômage, ben, il faut leur trouver un travail. Parce que... Du coup, vous disiez tout à l'heure dans le reportage qu'il y avait beaucoup de personnes au chômage. À ton avis, ça entraîne quoi, du coup, ce chômage? Ben, quand il y a trop de chômage, ben, ils n'ont pas de travail, ils ont besoin de sous. Ben, c'est pour ça qu'ils vont dans le trafic. S'il y a plus de travail, ben, il y aura moins de chômage. S'il y a moins de chômage, il y a moins de trafic. Et ceux qui ne vont pas dans les trafics, à ton avis, comment ils vivent le chômage? Ben, ils le vivent dur. Hein. Ils restent, ils chôment jusqu'à que trouvent un travail. Est-ce qu'ils sont par exemple de bonne humeur ou... Non, ils ne sont pas de bonne humeur. Ils sont là, ils ne font rien, ils restent comme ça. Tu les vois tous les jours. Voilà. Je crois que dans la salle, il y a quelqu'un qui voit... Alors, ce n'est pas les chômeurs que vous rencontrez, mais c'est les personnes qui ont comme revenu le RSA. Donc, peut-être que vous pouvez nous dire un petit peu qu'est-ce que vous constatez, vous, en termes de souffrance pour ceux qui n'ont pas de travail. Oui, je suis docteur François, donc je suis le médecin qui reçoit les personnes qui ont comme ressource donc le RSA. Donc c'est une allocation qui est donc délivrée sur certains critères. Et c'est vrai que cette allocation permet de survivre. Hein, on parlait de précarité tout à l'heure. Donc ce sont des personnes qui nécessitent donc des éléments au niveau de la santé, puisque bon, je reçois des personnes qui ont des soucis de santé, c'est de tout, enfin il y a plusieurs types de problèmes de santé. Donc il y a la santé physique et puis la santé, j'allais dire, morale, psychologique. Et c'est vrai que ce type de patient pose vraiment de gros problèmes. On parlait de folle histoire de fou, on est dans la folle histoire de fou, on parlait de folie, on parle souvent, dans les trois éditions, on a parlé souvent de santé mentale, et avec Ali et plusieurs personnes, on se demandait si finalement, au fond, le chômage n'était pas une maladie aussi, ou en soi, ne devenait pas finalement une maladie. Ça peut déclencher. Mais... Est-ce que ça ne devenait pas une maladie, peut-être pas génétiquement parlant, mais socialement, systémiquement parlant? Est-ce que finalement, à la fin, on n'est pas malade à force d'être au chômage? Est-ce que la folie, c'est pas de proposer aux gens de survivre avec 450 €? Je pense qu'il vaut mieux rien leur donner du tout, quoi. Ou alors, au moins, ce qu'on considère comme le seuil. Où sont les moyens de réduire ces souffrances?
il serait temps de ne pas trop charger la mule aux personnes, quoi. Le système, il a aussi une part de responsabilité. Tout à l'heure, vous parliez de santé. Est-ce que du coup le terme santé aussi ne doit pas être pris sous l'angle justement du social? Là, je sais que dans la salle, on a aussi des directeurs de centres sociaux, Fédération des AIL aussi. Vous, en tant qu'acteur de proximité, qu'est-ce que vous percevez donc sur le terrain en termes d'expression de cette précarité justement? Qu'est-ce qu'elle engendre? De Romain dans le reportage, lorsqu'il s'exprime sur son expérience, il dit le fait d'avoir une fois travaillé et d'avoir reçu son bulletin de salaire, avec un salaire, il se sentait fier, il se sentait reconnu. Et les gens, toute personne qui vit dans ces territoires, eux, ce qu'ils demandent, à juste titre, c'est d'avoir un emploi, une activité et vivre comme tout à chacun. Je veux dire, lorsque on dit dans ces territoires, dans ces quartiers, il y a plus de 50% de chômage, les gens veulent travailler. Lorsqu'on les stigmatise, tout ce qui porte ces gens-là depuis des années, par beaucoup alors c'est vrai que là, on a France 3 qui est en train de nous filmer, mais les médias, malheureusement, ils véhiculent une image, malheureusement, difficile des gens, et nous, dans le cadre du pôle insertion, où il y a quand même 2 personnes qui sont en charge d'accompagner les jeunes dans une démarche d'insertion sociale et économique, le fait d'avoir dans leur CV qu'ils habitent cette cité, automatiquement, ils sont recalés, rejetés. Il y a beaucoup de gens qui font tout pour ne pas mettre sur leur CV leur adresse castellane, ils mettent Saint-Antoine, et là, du coup, lorsqu'ils postulent sur le même poste 3 mois après, là, ils sont contactés et appelés, et ils participent à un entretien. Ça veut dire qu'il y a un vrai problème. Et très concrètement, les gens qui sont dans une démarche, tous les matins se lèvent, on les voit très tôt le matin venir assister sur les ateliers, sur le site du Pôle emploi, et ils se battent tous les jours pour trouver une activité. À force de ne pas avoir de réponse des employeurs, ils s'isolent, ils deviennent de plus en plus agressifs, et ça crée des dépressions, et nous, malheureusement, on les voit tous les jours. Et je crois qu'à un moment donné, il faut tirer la vraie sonnette d'alarme. Les gens, ils n'ont pas demandé de toucher un RSA. Je rejoins Antoine ou Mariam. 400 €, c'est honteux, c'est pas possible. Il y a l'école aussi qui est face à cette précarité et comment justement elle s'adapte donc aux familles, aux besoins des enfants, etc. Et voilà, c'est ce qui serait bien aussi ce soir, ce serait de se questionner ensemble sur voilà comment on construit une voie, et c'est dit d'ailleurs dans les prospectus, comment on construit une voie pour essayer de changer tout ça, parce que la précarité, je pense qu'on en a tous conscience, mais voilà, c'est comment du coup on agit ensemble pour avancer. Donc c'est vrai que c'est bien aussi de t'entendre, Philippe, en tant que directeur d'un lycée de... Moi, donc, Philippe Hervier, directeur adjoint du lycée professionnel de Saint-Henri, qui est au cœur de la cité La Castellane. Ce que j'aimerais dire d'abord, c'est que par les temps qui courent, relier le mot travail et le mot argent, c'est bien de le rappeler. C'est que le travail procure de l'argent. C'est vrai que les histoires récentes nous prouvent qu'il y a des gens qui travaillent pas, mais qui touchent de l'argent. C'était bon de le préciser au départ. Secondo, ce que je voulais dire, moi, en tant que travailleur dans l'enseignement, c'est que, vu mon âge, quand moi je partais à l'école, c'est moi qui fermais la porte de la maison, quelque part, parce que mon père, ma mère et mes frères étaient partis déjà travailler. Et qu'à l'heure actuelle, dans la cité, ou même ailleurs, hein, pas dans la Castellane, le seul qui va peut-être travailler, c'est l'élève. Et que le papa, la maman, ils vont partir leur enfant travailler. Donc il y a aussi un changement dans les valeurs, et je pense que là, il y a un problème. Maintenant, sur la précarité telle qu'elle se présente et telle qu'on la vit, nous, dans l'enseignement, c'est, j'allais dire, presque du désarroi de la part des familles, du désarroi du discours qu'ils peuvent tenir et que nous tenons nous aussi par rapport à ces jeunes. Travaillez, vous allez avoir un diplôme, et après ce diplôme-là, vous pouvez avoir un travail qui va peut-être vous ouvrir des portes. Et moi, j'ai en tête, je débutais dans le métier, ce que me disait un jeune de la cité La Castellane, qui avait quitté le lycée depuis 2-3 ans. Il me disait, mais monsieur Hervier, qu'est-ce que vous nous racontez avec le diplôme que vous nous demandez de préparer? Mais il y a des jeunes dans la cité, ils tiennent les murs de la cité,
ils font de chouf, ils trafiquent, et ils gagnent plus d'argent que ce qu'ils peuvent gagner en ayant un diplôme d'électricien, d'électronicien ou je ne sais quoi d'autre. Alors c'est vrai que nous, on se retrouve confrontés à ça. Qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer aux élèves, qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer aux familles, en leur disant travaillez à l'école, mais que derrière, il n'y a pas de suite logique. Alors c'est vrai qu'il y a un vrai hiatus entre ce que proposer on parlait de système tout à l'heure. L'école elle est confrontée à ça. On est un peu une sorte d'hérésie, malheureusement, une sorte d'hérésie dans le système. On dit à des jeunes, venez, on va vous former pour avoir un emploi. Et dans cette journée d'aujourd'hui, qui est un peu particulière pour moi, ce matin, on a fait venir, pour des classes, on a fait venir des chefs d'entreprise pour donner à nos élèves les codes d'entrée dans l'entreprise. Savoir, remplir un CV, faire une lettre de motivation, se présenter, comment tu te présentes dans l'entreprise, comment tu décroches un premier entretien d'embauche. Ça, c'était la première phase de ma journée. Et puis cet après-midi, on est venu avec des jeunes pour voir le travail qu'ils avaient pu réaliser dans le cadre de l'histoire, la folle histoire de fou. Et ces jeunes-là, ils ont découvert un autre monde de culture, un monde qu'ils s'interdisent d'aller voir. Parce qu'on leur dit, non, ça c'est pas pour vous, ça. La culture, c'est pas pour vous. La culture, c'est pour les riches, c'est pour le centre, c'est réservé. Donc on leur a fait découvrir ça. Et puis ce soir, moi je témoigne qu'avant de venir, il y avait des parents, on avait une rencontre parents-professeurs, il y avait des familles qui ont traversé la cité de la Castellane pour s'inquiéter de la réussite de leurs enfants, s'inquiéter de la scolarité de leurs enfants. Alors, ce que je voudrais dire par rapport à ça, c'est que la précarité, c'est qu'à l'époque, c'était nous naturel que des familles viennent s'inquiéter de la scolarité de leurs enfants. C'était normal que les enfants aient un diplôme et aient travaillé. Et la précarité à l'heure actuelle, c'est que les familles, elles ont quelques-unes viennent, mais elles ont des fois honte de sortir de la cité pour s'entendre dire que leur fils, peut-être qu'il travaille mal, que peut-être que leur fils, il est décrocheur, que peut-être leur fils, ça ne va pas si bien que ça à l'école. Alors notre boulot à nous, c'est de valoriser ces jeunes-là. Les valoriser, voilà, par exemple, ils étaient fiers de présenter leur travail tout à l'heure. Les valoriser, c'est ce que je disais, c'est ce que l'on met en place nous dans notre lycée, par exemple une remise de diplôme. Et pour une fois dans la scolarité de leurs enfants, on ne convoque pas les familles, on ne les convoque pas, on les invite. On les invite à venir voir la réussite de leurs enfants. Voilà. Et ça, on le fait, il y a quelques témoins de cette remise de diplôme, c'est ça, c'est revaloriser les jeunes. Mais ceux que j'ai en face de moi, là, et qui ne sont pas passés, quelques-uns qui ne sont pas dans les jeunes, je dis les jeunes, pas toi, hein. Les jeunes, malgré la difficulté qu'on peut rencontrer, que vous pourrez rencontrer à trouver un emploi, malgré le fait que vous habitez la cité de la Castellane et tout le poids que ça peut représenter pour vous, c'est ce que disait Ness, tout le poids parce que vous habitez la cité de la Castellane. Ce que vous avez montré là, à travers le film, ce que vous démontrez dans votre scolarité par ailleurs, les gars, battez-vous, parce que ce que disait Marx, qui disait que seul le travail est créateur de valeur, dans une autre dimension, mais c'est ça. C'est que par le travail que vous allez pouvoir y arriver. Mais le travail légal, le travail qui vous dira à votre fils ou à votre fille, ce qu'il y a dans l'assiette, je l'ai gagné honnêtement. Voilà. Donc c'est ce discours-là que je voulais tenir, c'est ce discours-là que l'on tient auprès des familles, malgré les difficultés qu'ils ont, mais c'est valoriser votre travail, et nous le valoriserons aussi de notre côté. Voilà. C'est vrai que dans certains territoires, ça reste le seul outil, un centre social ou une grosse structure associative de territoire, qui peut permettre un accès à la culture, la science, tout autre domaine, pour autant que on ait collectivement l'envie que ça puisse se faire, parce que ça se fait pas comme ça, quoi. C'est vraiment un long chemin, parce qu'on a souvent l'habitude de vouloir calquer un certain nombre de choses. Alors bon, là j'en parle, même si je suis dans un lieu de culture, le problème c'est qu'on avait trop l'habitude de voir des choses parachutées sur les territoires. Alors ça pouvait être très intéressant, pertinent à certains endroits, mais avec le temps, on a bien compris que si on ne co-construisait pas, on n'arrivait pas à mobiliser et à intéresser un public plus large. Et là, je pense que c'est tout le défi, et c'est en même temps tout le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, les politiques publiques veulent qu'on aille vite. On est asséné de dossiers qui vont tomber les uns après les autres, et que nous essayons, pas tout le temps, on n'y arrive pas, puis on fait des choses des fois que l'on plaque, faut être sincère, mais le plus souvent possible, on essaye de prendre le temps d'échanger, de partager et de collectivement essayer d'essaimer la démarche qu'on essaye d'entreprendre
Alors oui, on organise des stages de théâtre d'habitants, on mobilise des gens pendant un certain nombre de temps, on vit en vase clos, et des choses s'échangent, des choses se vivent, et oui, c'est extraordinaire, c'est des moments fabuleux, mais qui ne s'évaluent pas comme ça. Il faut le vivre, il faut le voir, il faut le partager. Des choses se passent, se créent. Et donc l'objectif vraiment, dans la démarche qu'on essaie de mettre en place dans notre structure, c'est vraiment d'essayer d'aller vers ça le plus souvent possible. On ne le fait pas tout le temps, il ne faut pas non plus se voiler la face, quoi. Mais après, sur la thématique de la précarité de l'emploi, des risques et autres, moi, je suis dépité. Même si ça fait maintenant 25 ans que je fais ce boulot-là sur les territoires, on a quand même vu la situation de notre jeunesse, on va le dire comme ça, et encore, ça fait grand-père quand je dis ça, mais je veux dire, de notre société. Oui, grand-père peut-être, pas encore, non. Mais ça fait... C'est même plus que ça fasse peur, c'est que oui, ce que l'on peut apporter aujourd'hui, c'est de l'outillage, de l'espoir, des moments de vie qui font qu'il y ait des liens, que ça se tisse. Je parle de mon métier là. Mais pendant très longtemps, on ne souhaitait pas dans nos métiers parler de l'emploi. Je parle sous l'égide des copains directeurs de centres sociaux qui sont présents dans la salle, ou des gens qui travaillent dans des fédérations d'éducation populaire, parce qu'on se disait que c'était pas notre parti, entre guillemets. Pendant très longtemps. Et puis après, on s'y est mis par la force de choses parce que y avait une demande récurrente des publics sur des CV, sur des demandes et autres. Mais j'ai l'impression qu'on saupoudre depuis des années. Depuis des années, on saupoudre. Parce que la réalité, c'est de l'emploi. Je suis pas Bouygues. J'aimerais bien l'être pour pouvoir dire je claque des doigts, puis je crée, je délocalise, je fais des choses. Donc c'est vraiment un réel problème de société. Et c'est vrai que c'est le maître mot de la démarche. C'est créer de l'emploi, c'est pas créer de l'espoir, c'est offrir la possibilité économique d'avoir des outils localement, de pouvoir faire travailler des gens, quoi. Et là, on en est loin aujourd'hui. À travers de ce qui a été dit, on voit très bien qu'il y a plus... Dans ces quartiers-là, ce n'est pas la précarité, c'est la précarité, les précarités. Donc il y a la précarité culturelle, tu viens de l'évoquer, il y a la précarité socio-économique, on peut évoquer aussi la précarité liée au logement, et bref, moi j'aimerais qu'on rajoute le S dans les précarités. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, sur le volet culturel, du coup, je vais essayer de balayer et après je reviendrai et j'essaierai de répondre à votre question. Mais sur la précarité culturelle, il faut juste regarder que, par exemple, dans les quartiers, que ce soit à l'intérieur des quartiers ou dans la périphérie des quartiers, où on prend le 15-16e, en termes d'équipement culturel, c'est quasi le désert. On a peut-être un petit cinéma là, de quartier à Saint-Henri, sinon, proche de la Castellane, sinon ça reste le désert. Pour autant, on parlait de co-construction, les habitants de ces quartiers-là ont construit leur propre culture, la culture populaire. On parle souvent du hip-hop, du rap, mais c'est vraiment une culture qui est sortie, j'allais dire, des habitants en eux-mêmes. Comme quoi, il n'y a pas de fatalité. Sur la question du travail, vous parlez comment on peut s'en sortir, hein, et du coup, je vais essayer de répondre à votre question. La première chose, il me semble, c'est l'éducation. Si, comme le disait notre ami directeur adjoint d'un lycée, si un enfant, un jeune fréquente l'école, c'est là qu'il va pouvoir avoir un diplôme, construire des compétences, avoir des compétences, et pour pouvoir aller démarcher les entreprises et trouver un emploi, cet emploi va lui occasionner un salaire. Ça, c'est la démarche, j'allais dire, traditionnelle. Or, on constate que dans ces territoires-là, l'éducation faillit. Malgré la bonne volonté des enseignants, on le voit au niveau des écoles, c'est pas normal qu'à la fin du 3e cycle, on a encore des enfants qui ne sachent ni lire ni écrire. Comment on peut, à partir de la 6e, à partir du collège, construire, du moins apprendre un métier quand on ne maîtrise pas les fondamentaux? Ça, c'est vraiment un fléau. Donc, un élément de réponse à votre question, réussir à l'école peut permettre de trouver un travail. En même temps, le collègue dit, des jeunes nous disent, mais on a eu notre diplôme et on tient le mur. La deuxième chose, c'est trouver, une fois qu'on a un diplôme, c'est trouver un emploi. On vit dans une société qui a construit le chômage de masse depuis une trentaine d'années. Il ne faut pas se leurrer. Du travail, il n'y en a pas pour tout le monde. C'est un fait. Voilà, il y a depuis une trentaine d'années, un minimum, quand on a 7%, on dit c'est le plein emploi.
7%. 7%, ça veut dire des gens derrière. Hein. Et c'est dans une population de 60 millions d'habitants, ça représente presque 5 millions d'habitants, quoi. C'est pas rien. Donc du coup, ce qui peut essayer d'être fait, puisque tu disais tout à l'heure comment on peut faire pour finalement essayer d'inverser les choses. Moi j'allais dire, on vit dans une république certes pas parfaite, mais elle donne des droits, et c'est sûr que le collectif, plutôt que l'individuel, le collectif, ça veut dire que les gens s'unissent et aillent à un moment donné créer le rapport de force avec les décideurs politiques pour que les politiques publiques changent, et toutes les politiques publiques, la politique publique liée au logement, à la santé, à l'emploi, à l'éducation, pour que ces politiques publiques changent, quelque part il y a le rapport de force. Le rapport de force, il peut être non violent, on le voit à travers les luttes ouvrières, qui ont traversé l'histoire de ce pays. Quand les ouvriers ont été ensemble, et ils ont réussi à obtenir beaucoup de choses. Récemment, on a diffusé la sociale à l'Alhambra, la sécurité sociale. C'est quelque chose qui a été arraché, j'allais dire, avec les dents, par les ouvriers, par le peuple, par les petits gens, j'allais dire. Ce n'est pas le pouvoir, ce n'est pas les grands patrons, les politiques qui ont voulu mettre en place cette sécurité sociale. Non, ce sont les ouvriers qui ont réussi à l'obtenir. Et j'allais dire, pour les quartiers populaires, le mieux qui puisse arriver pour les gens qui y habitent, c'est à un moment donné, c'est de se solidariser et avoir une plateforme de revendication qui va permettre que l'école joue son rôle dans ces quartiers-là, que les bailleurs sociaux remplissent leur mission, bref, que on arrive à libérer les énergies et permettre à chacun de pouvoir se construire et s'émanciper. Merci. Merci. Cayenne, quoi. J'ai beaucoup été ému tout à l'heure par la dernière personne dans le film qui a dit il y a une beauté cachée à Castellane. Et immédiatement, je sais pas, mais moi ça m'a fait penser comme une fulgurance. La beauté cachée de Castellane, n'est-ce pas cette précarité qui solidarise les gens entre eux? Les enfants, eux, avant que leurs parents les détruisent, ils comprennent ça. Comment après un pouvoir il peut venir lutter contre quelque chose qui fédère les gens, même si c'est la précarité? Très beau. Ça coupe le souffle. Non, c'est clair que ce qu'on a vu dans le reportage aussi et qui est ressorti, c'est le côté positif, la solidarité, la richesse que ces habitants ont. Quand on fait, là je me permets de basculer sur mon expérience de proximité. Nous en tant que travailleurs sociaux, ce qu'on voit aussi, c'est voilà, la richesse de ces familles, leur volonté d'aller plus loin, leur prise d'initiative, leur autonomie aussi dans les démarches, comment elles se battent pour aller plus loin et surtout comment elles affrontent ce carcan administratif ou ces politiques dans lesquelles sur lesquelles on les place dans des dispositifs. Mais voilà, il y a une richesse, il y a un engouement sur les activités, que ce soit sur la culture, sur tout ce qui est ouverture d'esprit, que ça. Donc voilà, il y a vraiment ce côté positif. Après, voilà, malheureusement, donc on parle beaucoup de la Castellane, mais ça se retrouve sur beaucoup de territoires. Donc c'est qu'il y a un réel problème. Donc du coup, quand on a par rapport à ça, qu'est-ce qui se passe? Du coup, quand on regarde une photographie du territoire, qu'est-ce qui se passe? Comment les gens s'organisent? Comment, par rapport à cette vie au quotidien, comment ils arrivent, comment ils cherchent à s'en sortir? Moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'on nous a demandé, qu'est-ce qu'on voudrait être. Je poserais plutôt la question, qu'est-ce qu'on nous propose? Parce qu'entre la maçonnerie, la charpente ou des métiers un peu, on va dire, ingrats, qu'est-ce qu'on nous propose? Les lycées qui sont à proximité, c'est quand même des lycées manuels. Mais ce qui est dommage, qu'est-ce qu'on va nous proposer? Donc, moi, si toute notre vie, on va nous dire on va faire maçon, on n'a que ces exemples-là, on va devenir maçon. C'est comme les jeunes que j'ai. Moi, je peux leur référer peut-être à un certain niveau, ils veulent faire animateur.
Animateur, c'est pareil. Quand même, tout ça, c'est quand même beaucoup d'emplois précaires, on va dire, ou un peu ingrats. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut leur proposer de mieux comme études, comment on les accompagne vers ces lycées? Pourquoi tous les lycées, les grandes écoles, elles sont d'un côté de la ville et pas de l'autre? Pourquoi il n'y a pas cette mixité des établissements scolaires, tout ça? Moi, je trouve que c'est là, il est là le problème. Donc, qu'est-ce qu'on peut leur proposer? Du coup, par rapport à ça, vous êtes animateur, c'est ça? Voilà. Vous, par rapport à votre métier, de quelle façon, qu'est-ce que vous pourriez faire, de quelle façon vous pourriez les amener à sortir du formatage, justement, en tant que travailleur de l'animation, hein, juste simplement dans ce rôle? Mais déjà, il faut lutter un peu. En fait, Yakini l'avait bien dit à un moment, on n'a qu'une ligne de bus. Donc, c'est pas lutter contre le formatage, mais c'est comment être aidé à lutter contre ça. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on nous met à disposition? Ça veut dire en termes de moyens de transport, parce qu'il faut savoir, pour aller au centre-ville ou à certaines écoles, il faut au moins 2 heures de temps pour y aller. C'est un peu lent, ça démoralise les petits, ça démoralise les familles. Et c'est plein de freins, il y a tellement de freins à un moment, que voilà, on va se contenter de ce qu'on a autour de nous. Et à un moment, je pense que la solution, à un moment, c'est qui c'est qui est capable de ramener une belle école dans notre secteur. Ça veut dire une école hôtelière, pourquoi pas, puisqu'on est dans le tourisme, des gros BTS, etc., etc. Mais pas, si on fait la photocopie du secteur, c'est de la vente, électricité, maçonnerie, technicien de ménage. Non, je ne parle même pas de vente de shit, parce que ça, je n'irai même plus loin. Mais nous, on tente plein de choses. On va rattraper pas mal de jeunes. Je dis même pas rattraper, parce que ce qu'on oublie aussi, c'est, il a dit tout à l'heure Philippe, c'est comment on valorise nos jeunes. Et j'ai l'impression que le pouvoir, on va dire l'État, il se focalise sur les 10% qui posent peut-être problème, mais j'oublie de tirer vers l'eau les 90% qui ne posent pas problème, et au contraire, on devrait plus aider eux à pouvoir accéder à de belles études, à pouvoir voyager, à pouvoir aller dans les sites culturels, parce que, pareil, habiter à la Cassane, à 9h, il n'y a plus de bus, donc c'est compliqué pour un jeune de sortir un peu de sa cité le soir, c'est-à-dire aller voir une exposition, etc. Donc il y a tout ça. Donc à moi, je pense qu'il faudrait peut-être que les gens des cités se remettent en question un moment, ça veut dire comment aller vers là-bas, mais aussi l'inverse, je pense. Madame. Alors, d'abord, merci beaucoup pour ce documentaire. Beaucoup de vérité, beaucoup de richesse, beaucoup de paroles libres et spontanées. Donc ça, j'ai trouvé ça très, très intéressant. Moi, j'ai une question. Bon, je ne sais pas si c'est une question qu'on vous a déjà posée une énième fois, mais est-ce que quand on vous parle du mot ghetto, est-ce que vous vous sentez, est-ce que vous vous sentez proche de ce mot ghetto, ou est-ce que justement, comment vous vous sentez par rapport à ce mot en fait? Est-ce que vous vous sentez concerné ou pas du tout, ou qu'est-ce que tu en penses toi, de ce mot qui est très fort et qui est très discriminant à la fois, je pense? En fait, on en a marre qu'on nous voit comme en tant que ghetto, mal. On se sent, vu que si tout le temps on se sent ghetto, on pourra pas, on n'a pas plus de démarche en fait. Du coup, Yakini, là, quand je t'entends que tu dis que tu en as marre qu'on te voit en tant que ghetto, tu as l'impression du coup que la cité de la Castellane ou toutes les autres cités et les habitants qui sont dans ces quartiers-là sont toujours stigmatisés de ce point de vue-là? Oui. Pour moi, c'est comme ça. Et comment vous le sentez, vous, du coup? Comment vous ressentez cette image toujours qu'on vous renvoie? Le regard des gens. Moi, je le sens quand, par exemple, je vais faire un entretien, je vais dire la Castellane, on va essayer de me dévisager ou je sais pas, autre chose, mais ils vont montrer qu'il ne faut pas le prendre, lui. De la Castellane, peut-être il va venir faire le ouais, peut-être dans mon entreprise, je sais pas. Moi, je me sens comme ça. Le regard des autres, peut-être, on parle de ghetto, le regard de l'autre vers le quartier, mais les gens qui vivent, les gens qui ont grandi dans ces quartiers-là, ils ne le voient pas d'une part comme un ghetto, et d'autre part, pour le voir sur certains quartiers, quand il y a des projets de rénovation urbaine, quand on demande aux gens, voilà, vous avez la possibilité de déménager de votre quartier, donc vous allez aller dans des petits endroits, dans le centre-ville ou dans le 13e, ils ne veulent pas partir, la plupart veulent rester. Moi, on suit, nous, un projet sur un quartier qui s'appelle La Solidarité, on détruit 3 bâtiments,
très peu sont les familles qui veulent quitter le quartier parce que les solidarités entre voisinage, parce que le sentiment de bien-être dans son quartier, il existe. Après, c'est sûr que, je disais tout à l'heure, les bailleurs sociaux ont un rôle important à jouer, qu'ils ne jouent pas aujourd'hui, dans tout ce qui touche autour du cadre de vie. Béca, excuse-moi. Moi, j'avais juste 2 mots à leur dire aux jeunes. Franchement, c'est un reportage qui est magnifique. Sachez que je suis la preuve vivante aussi. Nous aussi, on a grandi dans les bidonvilles, à l'Estac. Donc, quand on parle de ghetto, nous aussi, on nous a réhabilités. On n'a jamais voulu partir. Nous, on n'avait même pas d'eau à la maison, on n'avait rien. C'est pour vous dire. Mais par contre, c'est vrai qu'en parlant de nos politiciens aussi, moi je dirais la liberté, il n'y en a pas. L'égalité, il n'y en a pas. Par contre, vous avez la fraternité. Ça, gardez-le parce que ça va vous faire avancer.